Dans cette vidéo, on ne va pas parler de comment construire une application en 1 heure, 2 minutes ou 30 secondes. En fait, c'est plutôt l'opposé. On va créer une vraie application mobile en utilisant l'IA, mais écran par écran, sans faire une seule ligne de code. C'est en réalité la vidéo numéro 2 d'une série de 3 étapes. Et aujourd'hui, on se concentre sur le développement front-end d'une application de type ChatGPT pour les enfants, qu'on va appeler KidsGPT. Allez, c'est parti, construisons cette application ensemble. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et si comme moi, vous avez commencé à jouer avec ces outils de développement logiciel avec l'IA, comme Bolt, Windsurf, Klein, vous avez pu vous rendre compte que c'est extrêmement impressionnant au début, mais plutôt déceptif à la fin. En fait, l'IA est un super développeur junior. Mais il a besoin de beaucoup d'instructions, de règles pour créer quelque chose de fiable. Et c'est pour ça que pour créer cette application KidsGPT, on va suivre un process en 3 étapes. L'étape numéro 1, c'est de designer l'application. Et en réalité, c'est déjà ce que j'ai fait dans ma précédente vidéo. J'ai utilisé l'IA pour créer l'ensemble des écrans, encore une fois avec une approche très précise, un écran après l'autre. Et voici le résultat de cette précédente vidéo où nous avons utilisé l'IA pour créer le logo et l'ensemble de ces écrans avec la logique qui va derrière. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez toujours la regarder après. Le lien est directement en description. Ensuite, l'étape numéro 2, le sujet d'aujourd'hui, c'est de développer l'application, le front-end de l'application, typiquement ce qui va tourner sur le mobile. Et c'est ce que ferait un vrai développeur logiciel, un développeur d'application mobile. Sauf que nous, on va le faire sans écrire de ligne de code. Et la 3e étape qui viendra ensuite, c'est le développement de ce qu'on appelle le back-end. Typiquement, c'est toutes les fonctions qui vont tourner sur Internet, sur le cloud, et qui permettront de stocker les données de nos utilisateurs, de réaliser des opérations, de potentiellement faire aussi des requêtes à OpenAI ou n'importe quelle autre IA ou API qui pourrait nous fournir un service. Et c'est cette 3e étape qui sera en réalité la plus technique et sur laquelle il faudra quand même souvent avoir un développeur pour vérifier ce que vous êtes en train de faire avec l'IA. Mais on y reviendra dans la prochaine vidéo. En attendant, ce qui est important de retenir, c'est que sur l'étape 1 et sur l'étape 2, avec un peu de pratique et les bonnes instructions, on peut tout faire sans compétences techniques. Ce qui veut dire que vous pouvez réduire les coûts de développement d'une application, d'une startup, de 70 à 90%. Typiquement, une application qui aurait coûté 15 000 ou 20 000 euros il y a encore quelques mois va potentiellement coûter 3, 4, 5 000 euros en fonction de ce que vous allez mettre dedans. Allez, passons à l'action et on va transformer justement ces écrans en une vraie application qu'on peut lancer sur iPhone ou Android. Alors la toute première étape que j'ai fait, c'est que je suis retourné sur l'outil que j'avais utilisé pour designer avec l'IA qui s'appelle wizard.io et j'ai exporté en PNG l'ensemble des écrans. Une fois que j'avais l'ensemble de ces écrans exportés, j'ai ouvert Windsurf qui est l'outil que j'utilise en ce moment. Sachez néanmoins que le process pourrait être quasiment le même, voire même exactement le même avec d'autres outils de type Bolt, de type Klein et peut-être même des futurs outils qui vont apparaître dans les prochains mois. La méthode va tout le temps rester la même. Et pour assurer d'avoir une application qui est relativement fiable, je vais partir de ce qu'on appelle une boilerplate, typiquement d'un modèle d'application qui contient déjà une bonne fondation pour pouvoir avancer. C'est typiquement ce que j'ai couvert dans une de mes vidéos précédentes, où justement j'ai expliqué comment réduire les bugs des applications générées par l'IA, tout simplement en utilisant un bon modèle. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé par cette vidéo, le lien est en description. Une fois que j'ai ouvert typiquement ce template d'application, j'ai pu aller sur la fonction deploy, donc ça c'est évidemment écrit dans le manuel, et j'ai lancé create, autrement dit créer mon application avec toutes les configurations qui étaient nécessaires. Alors quand je dis configuration, c'est typiquement en l'occurrence ici, Firebase de Google pour pouvoir stocker toutes les données de nos utilisateurs. Et j'ai aussi créé une clé OpenAI pour pouvoir faire fonctionner mon application, puisque le principe était de pouvoir donner ChatGPT directement à un enfant, sous le contrôle de ses parents évidemment. C'est typiquement le concept qu'on est en train de monter, je ne sais plus si je l'ai partagé. Et voici le résultat, nous avons donc une interface d'administration qui va me permettre de gérer les utilisateurs de notre application. Donc là, on customisera évidemment toute cette partie-là. Et j'ai également une application mobile que je peux lancer dans un simulateur et que je vais pouvoir directement personnaliser. Ça, c'était le template de base. Et l'idée, c'est donc du coup de donner les designs que l'on a créés dans ma précédente vidéo directement à Windsurf et lui dire crée-moi ces écrans. Alors, avant de démarrer, comme à mon habitude, je vais définir le contexte pour que l'IA fasse du bon travail. Typiquement, je vais lui donner des règles pour coder, pour ne pas casser mon template, pour bien comprendre comment il a été structuré.
Donc ça, toutes ces règles-là sont déjà fournies dans le template. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, hein, si vous êtes intéressé par télécharger ce template, il est gratuit et il est directement sur ma précédente vidéo. Celle où j'explique justement comment réduire les bugs. Mais définir tous ces aspects techniques du template ne vont pas suffire. Il va évidemment falloir expliquer à l'IA qu'est-ce que l'on est en train de construire. Et en l'occurrence, ici, je lui ai expliqué, nous sommes en train de construire une application qui s'appelle KidsGPT. C'est une interface pour les enfants, pour qu'ils puissent utiliser l'IA sous le contrôle de leurs parents. Il va y avoir une application mobile ainsi qu'un tableau de bord, je veux dire, d'administration pour nous, pour gérer nos utilisateurs. L'application pour les parents est en réalité le point d'entrée pour les utilisateurs. Ça va permettre aux parents de configurer l'IA pour leurs enfants. Et ensuite, ils peuvent se connecter en tant qu'un enfant pour poser des questions. Et les enfants ne pourront pas revenir sur l'écran des parents sans retaper le mot de passe des parents. Bref, j'ai avancé comme ça. Je lui ai fourni directement le premier design de mon application. Et voici ce qui m'a généré. Alors, je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas fonctionné du premier coup. Il y a eu un petit bug, mais en fait, c'est un bug tout à fait normal. C'est qu'il avait besoin de l'image du logo KidsGPT que j'avais créé dans ma précédente vidéo. Donc, typiquement, quand on a ce type d'erreur, là, il ne faut pas forcément partir en courant. On peut copier-coller tout simplement cette erreur, lui dire qu'est-ce que je dois faire pour régler ce problème. Et il va vous le dire dans une forme un peu plus compréhensible. J'ai besoin de votre logo dans le dossier Asset. Et c'est typiquement ce que j'ai fait. J'ai ajouté ici logo rectangle. .png. Et une fois que j'ai fait ça et que je lui dis, eh ben c'est bon, il est dans le dossier mobile Asset, ça s'est mis à fonctionner. Et voilà. Et ensuite, j'ai pu continuer. Typiquement, je lui dis, est-ce que tu peux créer ou mettre à jour l'écran de login en utilisant le design et je lui ai fourni directement le design de mon écran. Donc, je lui ai donné cet écran-là. Et cette fois, comme j'avais pas envie d'être embêté par ces histoires de logo, je lui ai directement dit, écoute, si tu as besoin du logo, parce que de toute façon, il y en a un sur cet écran, utilise bien le même que celui sur l'écran d'accueil qui s'appelle logo rectangle.png. Et boum, il m'a fait toute l'opération et ça a fonctionné du premier coup. Encore une fois, avec l'IA, ce qui est vraiment important, d'ailleurs comme avec n'importe quel développeur, mais encore plus avec l'IA, c'est qu'il faut avoir une très bonne qualité d'entrée de données, d'informations pour avoir une meilleure qualité. Quality in equals quality out. Meilleure est votre matière première, meilleur sera le produit fini. Et en l'occurrence ici, en donnant plus de détails, en étant précis sur ce sur quoi il pourrait éventuellement se planter, j'évite les problèmes. Et j'ai avancé ensuite comme ça, de cette même manière. J'ai même été personnaliser mon simulateur pour valider que mon application fonctionnait bien autant sur un iPhone récent qu'un vieil iPhone. Et il a pu me lancer sur un vieil iPhone SE sans aucun problème. Et j'ai continué ensuite avec l'ensemble des autres écrans. Typiquement, d'abord les écrans de setup, les écrans où je définis le compte de l'enfant. Voilà, typiquement, est-ce que tu peux me créer l'écran Setup Kids en suivant le modèle que je viens de te fournir? Et une fois de plus, je lui ai dit, le logo utilisé ici, c'est le logo qui s'appelle logo horizontal.png. J'ai anticipé les choses, je l'ai posé directement dans le dossier Asset. Et je lui dis précisément où est-ce qu'il est. Alors, j'ai pas mal anticipé, mais pas suffisamment, puisqu'il me dit, ok, très bien, mais il va me falloir aussi les avatars. Typiquement, il me faut le lion.png, le robot.png et dino.png. Bon, typiquement, j'ai fait un peu de découpage de photos, hop, de mon design. Je suis allé récupérer chacun de mes icônes. Je les ai créés, je les ai posés et boum, ça a fonctionné direct. Alors direct, pas tout à fait parce que j'ai eu quand même cette erreur-là. Il m'a dit quand j'ai voulu créer mon compte qu'il existait déjà. Et oui, parce que comme j'avais déjà tenté auparavant, il avait planté et il avait déjà créé le compte sur la base de données. Donc si jamais ça vous arrive, vous pouvez toujours retourner sur Firebase si vous utilisez les mêmes technologies que moi et aller supprimer les utilisateurs qui ont été créés dans votre base de données ainsi que dans l'écran authentification de Firebase. Voilà, typiquement, hop, je suis allé sur le compte en question, j'ai fait supprimer et après j'ai pu recréer le compte dans l'application. Et voilà, et ça a fonctionné nickel, j'ai pu m'inscrire, j'ai pu ensuite rentrer les informations de mon utilisateur, choisir un avatar, tout fonctionnait parfaitement, jusqu'aux prochaines étapes évidemment, puisque le next step, la prochaine étape n'était pas encore configurée. Et donc on avance sur l'application mobile, qu'est-ce que tu peux me créer? L'écran Setup Kid 2 en utilisant ce design, exactement de la même manière, il l'a créé. Et cette fois-ci, il a même été capable de mettre le bouton directement, paf, pour que ça fonctionne. Et donc, je peux fonctionner, j'ai mes icônes. Alors après, je lui ai demandé de personnaliser et d'optimiser un petit peu le design, typiquement de mes cases à cocher. Je vois qu'il a même détecté que j'avais marqué /200, donc autrement dit, la limite de taille du prompt, ce qui est trop bien. C'est le genre de truc qui fait perdre du temps à un développeur. Et là, le système de tags fonctionne à merveille également. Et j'ai continué comme ça sur l'ensemble de l'application. Alors, il y a en réalité un point extrêmement important auquel il faut faire attention. Quand on développe une application mobile ou une application web, on doit généralement créer ce que l'on appelle un design system. Un design system, c'est quoi? C'est tout simplement un fragment de notre logiciel sur lequel on va créer tout un tas de composants. Typiquement des boutons, des menus déroulants, des
cases à cocher, des menus, etc. C'est ce qui va permettre d'avoir une application qui est cohérente avec toujours le même design sur l'ensemble des écrans. Et c'est surtout beaucoup plus facile à développer, typiquement si vous voulez avoir un vrai développeur qui reprenne le travail généré par l'IA auparavant. Donc typiquement, après avoir designé un ou deux écrans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à l'IA, est-ce que tu peux me créer un design system propre en utilisant les écrans que nous avons déjà réalisés. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et une fois qu'il a terminé ça, je lui ai dit, parfait, maintenant en utilisant les composants que l'on vient de créer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, reprendre le process SetupKit que l'on vient juste de créer en utilisant typiquement les composants, boutons, etc. Alors c'est un changement assez important dans l'architecture de notre logiciel, ça peut être même un peu challenging, et comme vous pouvez le voir, il a aussi généré quelques petites erreurs. Mais là, pas de quoi partir en courant, j'ai simplement copié-collé cette erreur, je lui ai dit, résous-moi ce problème. Et après 2-3 copier-coller, il a réussi à le faire. J'avais maintenant mes écrans qui étaient exactement comme avant, mais cette fois-ci, ils utilisaient le bon design system. Et donc, la prochaine étape, c'était de lui dire, parfait, ça a fonctionné pour l'écran SetupKit 2, maintenant on va faire la même chose pour l'écran SetupKit 1, et ensuite on va faire la même chose pour l'écran Welcome et l'écran Login. Et là, ça a plutôt bien fonctionné. Mon application, au fur et à mesure, je l'ai testée à chaque étape, et on voit que tout fonctionne à merveille. Je lui ai dit de faire la même chose sur l'écran de Welcome, l'écran d'accueil. Voilà, et j'ai même testé après aussi sur iPhone 16 pour m'assurer que mon application fonctionnait très bien. Et voilà, mon application a été réalisée juste en faisant des copier-coller, en donnant le design et en lui disant aussi, quand je vais cliquer sur tel bouton, tu passes à tel écran. Et voici la démo du coup de l'application. Une fois qu'on était passé par l'écran d'accueil, je pouvais créer un compte, je pouvais mettre directement les informations d'un enfant. Et voilà, globalement, chaque écran a fonctionné. Mes topics fonctionnaient également. Je pouvais mettre mon prompt custom qui a fonctionné de la même manière. Voilà, typiquement, je suis un parent qui veut promouvoir la transparence, être ambitieux et vivre dans le moment présent auprès de mes enfants. J'ai le bouton Settings qui emmène sur mon écran de personnalisation. On peut personnaliser l'historique du chat, etc., etc. Je peux aussi voir l'historique d'un enfant, typiquement voir ce qu'il a discuté typiquement avec l'IA. Et je peux me connecter en tant qu'un des enfants, typiquement, et avoir accès au chat auquel j'ai déjà eu accès. Et taper n'importe quel message et boum, ça apparaît. Et là, si je veux revenir en tant que parent, il va me demander typiquement quel est le mot de passe du parent pour pouvoir retourner au dashboard, au tableau de bord. Voilà, pareil, hop, je peux regarder la consultation d'Emma. Et voilà, mon application a été réalisée, j'ai développé toute la partie front-end. Évidemment, elle n'est pas opérationnelle à 100% puisque toute la partie serveur sur le cloud n'est pas encore développée. C'est ce qu'on va appeler le back-end et ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Alors, pour tout vous dire, j'étais tellement emballé par le développement de ce front-end, je me suis dit, tiens, en fait, il faut vraiment qu'elle fonctionne dans toutes les langues. Donc, du coup, j'ai lancé le développement et après, pam, ça a permis tout simplement, là, comme vous voyez, de traduire l'application en plusieurs langues, en espagnol, en français, tout fonctionne à merveille. Tout ça pour vous expliquer que même sans des compétences techniques, on peut designer une application et on peut aller jusqu'à développer le front-end de cette application. Et c'est ce qui nous amènera à la troisième étape qui est de développer le back-end. Et ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. En tout cas, gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, on peut réaliser la plupart du travail de développement d'une application sans compétences techniques, tout simplement en étant assisté par l'IA. C'est pas magique, l'IA fera pas tout, mais par contre, ça va réduire de manière drastique le coût des développements des applications. Je crois absolument pas dans le fait qu'on va pouvoir avoir une application magique qui va vous créer une super application avec un seul prompt. Non, pour moi, si on veut créer un vrai projet de startup, il faut être clair sur ce qu'on veut, quel est son business model, qu'est-ce que ça va faire, etc. Et ça, c'est la créativité des entrepreneurs et c'est pas l'IA qui va le faire pour vous. Voilà, j'espère que ce process vous aura aidé, que vous allez être capable de créer de très belles applications et également de développer la partie front-end de ces applications. Et pour la prochaine étape, évidemment, n'oubliez pas de de vous abonner, à notre chaîne YouTube pour pas louper la prochaine vidéo et les suivantes. Et d'ailleurs, si vous êtes sérieux par rapport à lancer une startup ou développer une application et que vous cherchez justement le support technique pour vous aider à finaliser ce que fait l'IA, n'hésitez pas à nous contacter sur mycityofriend.co/contact. On sera ravis de faire une petite visio avec vous pour en savoir plus sur votre projet et voir avec vous comment le réaliser avec un coût incomparable à ce qu'on faisait avant l'IA. Et d'ici là, évidemment, si vous avez d'autres questions par rapport au développement à l'IA ou même des commentaires, n'hésitez pas, c'est en dessous de cette vidéo. J'ai hâte de vous lire et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.